La marche du monde. Je n'ai jamais été dans une école de parti. Je n'ai jamais considéré que j'étais dans une secte. J'ai toujours lutté contre. Pourquoi je le dis toujours, c'est que je ne suis pas un révolutionnaire d'occasion. Mes convictions, je les ai construites patiemment. La marche du monde, Valérie Livlon. Nous retrouvons Amath Dansokho pour la suite de ses aventures révolutionnaires. Amath Dansokho nous a reçus à Dakar, chez lui, et nous a raconté son engagement politique dès son plus jeune âge au Parti africain de l'indépendance, le parti de Majmoud Diop, le PAI, un parti dont l'histoire tumultueuse reste d'ailleurs à écrire. Amath Dansokho nous a confié avoir participé à une tentative d'insurrection menée au moment de l'indépendance à Saint-Louis grâce au soutien du FLN algérien et aussi de Frantz Fanon au nom de l'indépendance totale. Mais suite à l'interdiction de son parti et à l'échec de Scout Force, Amath Dansokho devra s'exiler, mais n'abandonnera jamais son objectif, la révolution. On ne s'est pas arrêté. À partir de 63, nous avons envoyé des gens se former à Cuba, en grand nombre. J'ai voyagé à l'Afrique continentale avec Debré, qui faisait son premier voyage avec Maspero, et puis à l'Afrique continentale, j'étais souvent avec Joséphine Baker. Vous voyez, nous étions aussi délégués à une conférence révolutionnaire. On était tout le temps ensemble. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne mangeais pas des cuisses de grenouille. Joséphine Baker. Oui. Donc on a formé des gens pour venir faire la guerre de guérilla. Parmi ceux qu'on a formés là-bas, il y a mon ancien maître, Madiké Wad. Et ils sont revenus. Effectivement, nous allions commencer la guerre. C'était pas aussi farfelu que ça, parce que les Cubains étaient impliqués, les Algériens, Bendela, étaient impliqués, Nkrumah était impliqué et Modibo était impliqué. C'était une opération d'envergure. À l'époque, le PAI et son leader Majmoud Diop sont repliés à Bamako sous la protection de Modibo Keïta. En jour de 64, quand les préparatifs à Cuba étaient presque en train de s'achever, tous les membres du comité central qui étaient à Dakar, qui étaient à l'intérieur, ont été convoqués. On nous dit d'aller immédiatement sur Bamako. Nous avons eu un excellent comité central où on a pour la première fois pris des décisions sur l'islam au Sénégal comme un fait national fondamental. Et sur la base de quoi nous avons interdit dans le parti d'avoir des comportements qui apparaîtraient à la population comme des provocations, comme la consommation d'alcool publiquement. Parce que les jeunes, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Les jeunes étaient portés plutôt par les idées marxistes et pas concernés par l'athéisme. Nous avons interdit cela. Nous avons décidé de défendre toutes les victimes de la répression, à commencer par le président Dia, qui a dissous notre parti. Et nous avons dit qu'il faut maintenant travailler à regrouper toutes les forces démocratiques et patriotiques et faire une lutte de masse. Nous sommes en train de construire le socialisme sur notre terre et mettons notre petit grain de sable au service de la grande inspiration de l'humanité. Voilà que quelques jours après, Che Guevara est arrivé à Bamako. C'était en février 65. Vous le rencontrez, Che Guevara? On était à son accueil à l'aéroport et le soir même, il nous a reçus. Amath Dansokho, c'est un moment très fort pour vous. Vous êtes un très jeune militant, oui. Vous vous battez pour l'indépendance du Sénégal, vous croyez à cette lutte armée, vous vous êtes formé à Cuba et vous avez devant vous Che Guevara. Extraordinaire. Je l'avais vu quand j'étais à La Havane, mais avec ces jeunes officiers, ces commandantes merveilleux. Et là, il faisait sa grande tournée. Il était en train de chercher un point de chute. Et on lui a dit, bon, tout est prêt. Il avait déjà évoqué la question de nos camarades sénégalais de la lutte. Les gens étaient déjà dans le maquis. J'ai dit, mais ces gens, on les envoie dans des zones où ils ne sont connus de personne. Comment le lien va se faire avec les structures de base du parti? Alors,
Che Guevara vous assure que tout est prêt. Et il m'a dit, je vais aller dans la boucle du Niger. Il est allé, il a fait 4 jours, je crois, là-bas, il est revenu. Il nous a reçus une deuxième fois à l'ambassade de Cuba, à Bamako. Et il nous a parlé de ses impressions sur la boucle du Niger. Il m'a dit, quand même, il faut reconnaître que ce sera difficile de faire la révolution dans la boucle du Niger. Figurez-vous, les gens descendent dans le Niger à l'époque. En quelques minutes, ils sortent avec du poisson à manger pour plusieurs jours. Il a fait l'observation. Il dit, ce sera difficile de faire la révolution parce que quand même, il faut au manque. C'était vraiment l'âge d'or là-bas. Il a fait cette observation et puis il est allé en Guinée. Sékou Touré l'a amené à l'Abbé pour sa première rencontre avec Senghor depuis l'indépendance. Tandis que Che Guevara poursuit sa tournée panafricaine, Amath Dansokho, lui, est expulsé sur Alger, libéré, devenu la Mecque des révolutionnaires du monde entier. Et c'est là que Amath retrouve le Che 3 ans après l'indépendance de l'Algérie. On nous expulse sur Alger. Et le Che, qui était en Tanzanie, en Afrique de l'Est, avec Nasser sur la vallée du Nil pendant la réforme agraire, qui est une chose extraordinaire, est venu à Alger à la conférence économique des peuples d'Asie et d'Afrique, là où il a fait son fameux discours où il disait que pratiquement sur les rapports économiques, il n'y a pas tellement de différence entre ce qui se fait entre les pays capitalistes développés et les pays sous-développés. Donc là, nous sommes en 65 toujours. Donc Che Guevara est à Alger, il fait une conférence. En mars 65, il est venu. Donc nous sommes allés le voir. Quelle était l'ambiance à l'époque à Alger? Alger, mais c'était une ambiance révolutionnaire. Tout le monde avait le mot dans la bouche. Les femmes elles-mêmes, la libération des femmes avec Ben Bella. Les jeunes, l'université, c'était l'effervescence. Ça allait dans tous les sens, mais dans le sens d'une exigence révolutionnaire vers des bouleversements partout, sur la réforme agraire. Il y avait des gens d'Égypte, il y avait des gens d'Afrique du Sud, d'Amérique du Nord, des Afro-Américains. C'était la capitale, l'une des capitales de la Révolution mondiale. Tout le monde était là. Aquino de Bragança, qui était mozambicain, était là. Cabral, j'ai connu les Modlan, Agostino Neto. Il y avait tous les révolutionnaires. Le PAI est disloqué. Amath Dansokho fait partie de ceux qui sont en exil, de ceux qui sont loin du Sénégal. Il réalise peu à peu que le passage à la lutte armée est une chimère. Le drame de plusieurs révolutions, c'est toujours entre les gens de l'intérieur et de l'extérieur. Ça se vérifie partout. Entre les Algériens, tout de suite, dès le lendemain de la révolution, ça s'est posé. Le Che, on lui dit, bon voilà, on nous a expulsés. Je lui dis, mais ça va être difficile. C'était chaud, il avait une admiration particulière pour moi, parce qu'à l'époque, lui, c'était pas la classe ouvrière, la force, ce sont les étudiants. L'agitation en Amérique latine, c'était surtout les petits bourgeois révolutionnaires. Et il m'a donné le premier texte de Debré qui s'appelle La longue marche de l'Amérique latine. Che Guevara vous donne ce texte. Ouais. Il me dit, lis, il faut lire ce livre. Eh bien, c'est intéressant, c'est écrit par un jeune philosophe du Parti communiste français. Retour à Bamako pour Amath Dansokho, mais avec la normalisation des relations entre le Mali et le Sénégal, Modibo Keïta, président du Mali, lâche le PAI. On nous a expulsés de Bamako. Modibo, un jour, nous appelle à 7h du matin dans son bureau, à Koulouba. Il était, comme toujours, de blanc immaculé vêtu, majestueux, très grand. Et quand on est rentré, on nous a dit de nous asseoir, Majmout et moi. Il nous a dit, je suis au regret de vous demander de vous éloigner un peu de Bamako. Je partage entièrement votre vue. Mais il nous dit, j'ai 5 millions de citoyens en main. Nous avons vitalement besoin de chemin de fer. J'ai besoin de ça parce que je n'ai pas de port et le transport, c'est long et compliqué par la Côte d'Ivoire ou par Cotonou. Et j'ai fait signer des accords avec Senghor. Malheureusement, quand les guérilleros sont rentrés, il y a un des guérilleros qui s'est réfugié à l'ambassade. Donc le gouvernement du Sénégal a été averti qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et Senghor, quand il y a eu la fuite, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Doudou Thiam, pour dire à Modibo
Ben, nous avons signé des accords. Voilà qu'on découvre qu'à partir de ton territoire, il y a une rébellion armée qui s'organise contre nous. Alors, c'est très simple. C'est le chemin de fer ou alors des révolutionnaires. Et sur la base de quoi Modibo nous a dit de partir. Alors là, il avait presque les larmes aux yeux. Et il a négocié notre exil à Alger. Amath Dansokho, tout au long de votre exil, vous prolongez votre expérience et votre apprentissage politique auprès des plus grands révolutionnaires de la planète. Et pendant ce temps, au Sénégal, évidemment, différents événements se déroulent. Vous qui continuez à observer ce qui se passe au Sénégal, que pensez-vous justement de la façon dont Senghor gère la révolution estudiantine et syndicaliste ouvrière de 68 et 69, et de la façon dont il va finalement verrouiller à la fois bien sûr les partis politiques, vous en avez fait l'expérience, mais aussi les syndicats? Senghor était un homme d'une intelligence très vive. Il a fait la répression avec les étudiants, mais tout de suite, il a su qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Tout de suite, sur le plan de son parti, il a reconfiguré la direction. Il a créé le Club Nation et Développement pour les intellectuels. Alors là, nous sommes déjà effectivement en 69, à peine sortis des événements. Oui. Il a reconfiguré son parti et je l'ai dit au président Diouf un jour. Je lui ai dit, monsieur le président, Senghor ne choisissait jamais un ministre au hasard. Ces gens qui ont émergé à cette occasion-là, Babacar Ba, Alioune Sène, Cheikh Hamidou Kane et les autres, ils viennent souvent de grandes familles. Et lien avec les marabouts, dont ils réussissaient d'ailleurs à contenir les exigences dans le cadre de la laïcité. Mais le personnel politique, ce sont des intellectuels, mais des intellectuels issus de très grandes familles. C'est comme ça qu'il doit stabiliser son régime. Et quand même, il est bousculé ici par les marxistes. Il n'a jamais pu nous écraser. Jamais au Sénégal. Ça a été très dur. Senghor n'a pas pu nous écraser, mais dans le même temps, il faut reconnaître qu'il n'a jamais été sanguinaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de morts. Il y a eu des morts. Ne parlons pas du nombre de gens licenciés parce qu'ils sont accusés d'appartenir à tel ou tel parti globalement de gauche et marxisant. Parce que la particularité du Sénégal, c'est ça. La gauche, jusqu'à ces derniers temps, était marxisante. À l'époque, le parti de Senghor ne peut pas entrer dans l'internationale socialiste. À votre avis, quelles sont les conditions posées par l'internationale socialiste pour que Senghor puisse entrer dans l'internationale socialiste? L'une des conditions, c'est d'adhérer au pluralisme politique. Parce qu'à l'époque, nous sommes dans une situation de parti unique, n'est-ce pas? Un parti unique ne peut pas rentrer dans l'internationale socialiste. Il y a des maquillages, mais disons qu'il faut absolument, quand on est au pouvoir, qu'on accepte le pluralisme. Dans les années qui suivent l'indépendance, les partis politiques sénégalais vont être peu à peu absorbés par le parti de Senghor, ou bien vont être interdits, comme le PAI, le parti dont Amath Dansokho est membre. Néanmoins, des contacts sont établis entre Senghor et les communistes français. Mais Senghor, il a cherché aussi à avoir des rapports avec les partis communistes. Dans la même période où vous posez ce réajustement, il a invité des délégations des partis communistes d'Europe. J'étais en exil avant qu'ils ne viennent ici. Ils ont demandé mon avis. J'ai dit, mais allez-y, si ça pourrait aider quelque chose. Mais posez-lui la question de la levée de l'interdiction qui nous frappe. Et alors? Mais Senghor, il a voulu aller en Union soviétique, on l'a invité. Et dans le protocole, il exige que Brezhnev vienne l'accueillir à l'aéroport. Les soviétiques disent qu'il y a un chef d'État, il dira d'accueillir. Il est retourné au Sénégal. D'ailleurs, très fâché parce que partout où il est passé dans les pays de l'Europe du Nord, il y a eu d'énormes chahuts contre lui. À cause de sa complicité supposée avec le gouvernement portugais. Je ne sais pas si c'est le PAIGC qui avait demandé à ses soutiens de faire cette pression. En tout cas, c'est un des plus mauvais voyages officiels qu'il ait fait. Il est rentré ici,
il a demandé au Parti communiste français de le soutenir pour le prix Nobel de la paix. J'ai été invité par Plichonnier pour demander mon avis sur la question. Semben s'y était déjà opposé. Ousmane Semben a écrit au comité Nobel de Stockholm pour leur dire non. Et c'est ça qui a fait échouer. Donc les communistes sénégalais étaient contre le fait que Senghor puisse recevoir le prix Nobel de la paix. Voilà. C'est fort de tout ça que Senghor convoque un conseil national où il a présenté un rapport sur la seconde lutte de l'indépendance. Senghor a dit dans ce rapport sur la seconde bataille pour l'indépendance, pour lui c'était l'indépendance culturelle, il dit oui, le PAI, ce sont des garçons très intelligents, ce ne sont pas des subversifs. C'était le parti de Mamadou Dia qui était le parti des subversifs. Pour quelle raison donc Senghor réhabilite en quelque sorte le PAI? Une manœuvre politicienne, parce que n'oubliez pas que le parti de Cheikh Anta, le FNS a été dissous sous le prétexte qu'il y a des partisans de Mamadou Dia qui l'ont rejoint. C'est le prétexte que les subversifs sont rentrés dans le parti de Cheikh Anta. 2 fois, c'est l'argument qu'il a utilisé. Ça l'a amené à reconfigurer donc toute sa politique pour asseoir son parti sur des intellectuels, donc la modernité, mais une modernité avec des racines aussi dans le pays traditionnel. Amath Dansokho, quelle vision avez-vous de la décision de Senghor de reconnaître donc un premier parti d'opposition? J'ai nommé donc le PDS de Abdoulaye Wade. C'est cette circonstance qu'a utilisé Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade, c'est que Senghor est en quête d'une stabilisation de son régime. Et c'est dans ce contexte que Abdoulaye Wade est allé le voir à Mogadiscio. Et il lui a dit ceci. Regardez bien, monsieur le Président, ce qui se passe. Partout en Afrique, il y a des coups d'État où les militaires font rapidement jonction avec les marxistes, avec le régime marxiste-léniniste. Pour éviter ça, moi je vais créer un parti d'opposition, mais de contribution. Abdoulaye Wade allait jusqu'à inviter Senghor à présider le bureau politique. Comment le savez-vous? Étiez-vous là, Amath Dansokho? Je sais, parce que rien ne se cache ici. Est-ce que c'est Abdoulaye Wade qui vous l'a raconté? Mais je l'ai écrit et il n'a jamais dit que c'est faux. C'est public. Dans mon rapport au congrès de 1984, je l'ai écrit. Comment son parti a été créé? Son parti a été créé parce que les marxistes ont pu résister ici et Senghor est conscient qu'il a échoué dans sa tentative de les éliminer définitivement. C'est ça qu'il a utilisé. Et surtout, il lui a créé le parti. Mais Abdoulaye Wade, malin qu'il est, quand les élections de 78 approchent, il présente sa candidature. Senghor lui dit, mais non, c'est pas ce que tu m'avais promis. Et ça, c'est Wade qui m'a raconté. Et Abdoulaye Wade lui a répondu, mais comment les gens vont-ils me croire si je ne me présente pas contre vous? C'est pourquoi Senghor l'a appelé Ndjombor, à cause de ça. Ce qui veut dire le lièvre. Le lièvre, oui, qui dans l'imaginaire africain est un animal extrêmement intelligent et rusé. Amath Dansokho, il y a peut-être une caractéristique ici au Sénégal, c'est qu'effectivement les grands leaders des partis sont des intellectuels. Est-ce que dans le même temps, ce statut des leaders politiques n'a pas le défaut de ses qualités? Ce que je veux dire, c'est est-ce que cette domination en quelque sorte de la vie politique par les intellectuels sénégalais ne les coupe pas un peu trop du peuple et ne rend pas difficile le développement de ces partis en partis de masse? Oui, c'est clair, ça a beaucoup contribué à les indépendances. Nous étions des jeunes, on n'avait pas de charge. On était ou étudiants ou intellectuels sortis d'université en France ou de grandes écoles. Et ce qui est compliqué, parce que dans le parti, la dérive extrémiste du parti, c'était aussi le reflet de compétition de pouvoir à l'intérieur du parti. Alors, vous voulez dire que oui, pour se faire remarquer, il fallait avoir un discours de plus en plus radical. La surenchère extrémiste, parfois actionnée de l'extérieur, ça a beaucoup compté. Eh bien, nous avons consacré beaucoup de temps à nos différents intérieurs.
comment les populations pouvaient se retrouver dans tous ces gens-là qui se réclament du marxisme-léninisme. C'était difficile. Nous avons commencé à peser quand nous nous sommes mis ensemble pour pousser Abdoulaye Wade vers le pouvoir. Ça a accru notre prestige. Et ça a donné confiance aux jeunes. C'est la caution du pôle de gauche que nous avions constitué ici, dans cette salle. Ici, dans la salle à manger de Amath Dansokho, ici à Dakar. C'est ici que nous avons préparé la montée de Abdoulaye Wade au pouvoir. Dans ces fauteuils même où nous sommes assis. Dans ces fauteuils, et il le sait. Et effectivement, en mars 2000, c'est l'écrasante victoire du camp de l'alternance. Les Sénégalais chantent dans les rues à la gloire du SOPI. On a gagné. C'était extraordinaire. C'était une véritable déferlante. Parce que notre union à gauche a donné plus de confiance aux gens. Il est possible de faire autre chose de différent. Ça a pris notre tenue. Moi, je ne suis pas resté plus de 6 mois dans son gouvernement. Parce que d'abord, je suis rentré dans le gouvernement malgré moi. Mais c'était incroyable. Il a voulu envoyer les forces de répression, nos CRS locaux, ici, contre les syndicats. J'ai dit non. Moi, je ne serai pas membre d'un gouvernement qui réprime des syndicats. Et puis, un beau jour, ils m'ont dit, mais oui, il y a des ministres ici qui disent une chose ici, qui disent le contraire ailleurs. Et ça, quand même, ce n'est pas possible. Et ils n'osaient pas dire mon nom. Et qui finit, je lève le doigt, je dis, c'est le président, est-ce que je dois dire quelqu'un? Il m'a dit, oui, vous avez la parole. Maintenant, je vais vous dire une chose, monsieur le président. Et je le pointe comme ça, devant tout le monde. Je dis, je suis chef de parti. Nous sommes alliés, mais notre parti est indépendant. Quand il a une opinion, il la dira haut et fort pour que tous les Sénégalais sachent ce que nous voulons. Et je vous rassure, je ne suis pas un comploteur. Maintenant, je vous dis, monsieur le président, je ne changerai pas. Que si je change, les Sénégalais vont rire de moi. Depuis quelques temps après, je suis destitué, du gouvernement et un autre ministre a été désigné à ma place. Amath Dansokho, vous nous l'avez dit, je n'ai jamais changé, je ne changerai pas. Ah oui. Vous avez connu le président Senghor, vous avez connu le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade. Vous nous avez dit, même au plus fort de notre lutte, nous le PAI, vous avez d'ailleurs dit que vous regrettez la dimension violente de votre lutte, mais vous avez dit Senghor n'a jamais été un sanguinaire. Oui. Est-ce que de votre point de vue, ses successeurs, que ce soit Diouf ou bien Wade, ont respecté les droits humains? Senghor, voilà, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mort. Il en a fusillé. Mais ce sont des militants à lui qui ont tué. Mais ça, il le faisait pour que les gens renoncent à la violence. Ce sont des militants à lui qui se sont entretués ou alors des gens qui ont tenté à sa vie. Ça, il a été implacable. Abdou Diouf, il n'a tué personne. Nous avons fait de ces choses en 88 avec Abdou Diouf. N'eût été son sang-froid et sa volonté que ça ne dégénère pas en tuerie, il y aurait eu des fleuves de sang dans ce pays. Mais Abdou Diouf n'a pas utilisé un seul coup de feu contre quelqu'un. Abdoulaye Wade, quand il est venu, il était venu sur un grand projet de libération. Mais la première des choses qu'il a faites, c'est de donner son aval à l'assassinat du président du Conseil constitutionnel. Et j'étais le premier. Quand on est sorti de la salle mortuaire à la levée du corps, j'étais avec le Premier ministre. J'ai levé le doigt, j'ai dit, ils l'ont tué. Ils l'ont tué parce que ça a été planifié. Et après, il y a eu ce qu'on a tenté contre Talla Sylla. C'est son entourage direct qui a voulu tuer Talla Sylla. Les enquêtes de gendarmerie sont claires aussi. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. Amath Dansokho, vous qui avez tout au long de votre vie rencontré de nombreuses personnalités politiques du monde entier, aujourd'hui vous avez 75 ans. Quand vous continuez tous les jours à mener votre combat politique, finalement, parmi toutes ces personnalités, quelle est celle qui continue à vous éclairer? Quelle est celle qui continue à être un modèle pour vous? Il y en a tellement eu. Ça, je pense que c'est sans doute Nkrumah. C'était difficile. Il était génial.
Et ce qu'il a pensé pour l'Afrique, je ne pense pas qu'il y ait un seul homme qui l'atteigne à la cheville. Enfin, le combat est terminé. Et le Ghana qui était sous domination est libre à jamais. C'est l'avènement d'un nouvel Africain dans le monde. Un Africain prêt à livrer ses propres batailles et à montrer que le noir peut s'occuper de ses propres affaires. Amath Dansokho, portrait d'un révolutionnaire. C'était une édition de la Marche du Monde signée Isabelle Godino et Cécile Pompeani. Cécile qui prend justement le relais de notre chère Isabelle à la réalisation. Retrouvez-nous sur RFI.fr, sur la page de la Marche du Monde. Abonnez-vous au podcast de l'émission.